On va corriger le deuxième contrôle sur les puissances, toujours sous forme d'exercice. Exercice 1. Écrire sous forme d'une seule puissance d'un nombre entier. Grand A égale 10 puissance 2 fois 10 puissance 5, etc. Donc, on veut traduire chacun de ces calculs sous forme d'une puissance d'un nombre entier. Donc, voici la condition. Donc, si on prend par exemple le A. Donc, le A, c'est 10 puissance 2 fois 10 puissance 5. « 10 puissance 2 fois 10 puissance 5. 10 puissance 2, on va pouvoir l'écrire 10 fois 10. Alors ça fait 100, mais si on veut l'écrire, faire apparaître comme une puissance, on se dit que ça va être une puissance de 10. Donc je ne le calcule pas, je le fais apparaître comme 10 fois 10, multiplié par 10 puissance 5, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, avec 5 facteurs 10. Et donc ici, clairement, on a 10 puissance 7. Autrement dit, on a ajouté les exposants. 10 puissance 2 multiplié par 10 puissance 5, ça fait 10 puissance 7. Donc grand A, c'est 10 puissance 7. Quand on l'écrit sous forme d'une puissance, donc d'une seule puissance d'un nombre entier. Donc ici, c'est 10 puissance 7. Pour B, alors, B, c'est 1 septième puissance 5. Et on veut l'écrire sous forme d'une puissance d'un nombre entier. Donc là, déjà, 1 septième, c'est pas un nombre entier. Donc, ce qui explique que l'expression de départ, elle ne va pas, enfin, elle ne respecte pas la consigne. Donc, en revanche, donc, si on écrit B égale 1 septième à la puissance 5. En fait, c'est 1 septième fois 1 septième fois 1 septième fois 1 septième fois 1 septième. Si on applique la règle de multiplication des fractions, on va multiplier les numérateurs entre eux et on va obtenir 1. Et en bas, on va obtenir 7 puissance 5, que l'on pourrait calculer, mais ici on ne va pas le calculer. Parce qu'ici, 1 sur 7 puissance 5, on peut l'écrire sous forme d'une puissance de 7. C'est 7 puissance moins 5. Donc par conséquent, grand B, c'est 7 puissance moins 5. Passons maintenant au grand C. Donc on a 10 au carré puissance 3. Alors on a déjà fait cet exemple. Donc je ne vais pas disserter longuement là-dessus. Ça fait 10 puissance 2 fois 10 puissance 2 fois 10 puissance 2. Donc ça fait 10 puissance 6. Ensuite, le grand D. Donc c'est 15 puissance 8 sur 3 puissance 8. Donc qu'est-ce qui va se passer ici? On va avoir 15 fois 15 fois etc. Donc fois 15 avec 8 facteurs 15. Et en bas, on va avoir 3 fois 3 fois etc. fois 3 avec là encore 8 facteurs 3. Si on fait les simplifications, en fait, on voit que 15, on pourrait à chaque fois l'écrire 5 fois 3. Chaque 15 ici, on pourrait l'écrire 5 fois 3. Celui-là aussi. Et si on fait ça, ce qui va se passer, c'est que ce 3-là, on pourra le simplifier avec celui-là. Le 3-là, on pourra le simplifier avec celui-là. Etc., etc. Et donc, il va rester 5 puissance 8. Tous les 3 vont se simplifier, il ne restera que les 5. Donc ça me donne 5 puissance 8. Ensuite, grand E égale 10 puissance moins 4 sur 10 puissance moins 3. Alors, comment faire ça? Grand E égale 10 puissance moins 4 sur 10 puissance moins 3. Alors, une façon de faire qui est assez commode, c'est de se dire, eh bien, comme on n'aime pas trop les puissances d'exposants négatives,
on pourrait multiplier le haut et le bas par la même puissance d'exposant positif pour un peu se débarrasser des puissances d'exposants négatifs. Donc je vais multiplier en haut et en bas, par exemple par 10 puissance 4. Donc on multiplie en haut et en bas par 10 puissance 4. L'intérêt, c'est que ici, comme c'est un nombre multiplié par son inverse, ça va faire 1. En haut, on va obtenir 1. En bas, qu'est-ce qu'on va obtenir? Mais en fait, 10 puissance 4, on pourrait le décomposer lui-même en 10 puissance 3 fois 1, fois 10 puissance 1. Et donc 10 puissance moins 3 fois 10 puissance 3, ça va faire 1. Donc il va rester 1 sur 10. Là, on a décomposé 10 puissance 4 en 10 puissance 3 fois 10 puissance 1. 10 puissance moins 3 fois 10 puissance 3, ça fait 1, parce que c'est des nombres inverses. Et il reste donc juste 10 puissance 1, autrement dit 10. Et donc on obtient 1 dixième, autrement dit 10 puissance moins 1. Donc le E, c'est 10 puissance moins 1. Et enfin le F. Alors le F, c'est 2 puissance 5 fois 4. Alors, ça nous rappelle un peu ce qu'on a fait avec les cadenas. C'est qu'on se dit, bon, 2 puissance 5, je ne peux pas faire mieux parce que je ne peux pas faire plus petit que 2. En revanche, 4, on peut l'écrire 2 fois 2. Donc on peut écrire 2 puissance 5 fois 2 fois 2. Parce que 4, c'est 2 fois 2. Comme il n'y a que des multiplications, on peut calculer dans l'ordre qu'on veut. Et donc ça donne 2 puissance 7. Donc voici pour l'exercice 1. Passons maintenant à l'exercice 2. Alors une conversion. On avait vu l'exemple de l'angstrom, donc voici un autre exemple avec une unité encore plus petite qui est le picomètre. Alors vous connaissez la nanotechnologie, peut-être qu'un jour il y aura la picotechnologie. C'est carrément 10-12, alors c'est vraiment tout petit. 10 puissance 12 mètres, c'est 1000 fois plus petit qu'un nanomètre. Donc voilà, c'est 10 puissance moins 12 mètres. Et on voudrait savoir, l'atome d'hydrogène a un rayon de 2,5 fois 10 puissance moins 8 mm. On voudrait convertir ce rayon en picomètre. Alors comme c'est la même valeur que ce qu'on avait converti en angstrom, on pourrait partir de là, mais ici on va le refaire entièrement pour s'habituer à la technique ici. Donc on va partir de la longueur ici 2,5 fois 10 puissance moins 8 mm. On va faire le passage par les mètres et ensuite on fera les picomètres. Donc qu'est-ce que ça va donner? Eh bien on prend cette longueur ici. D'abord millimètre, on transforme en mètre, donc ça fait 2,5 fois 10 puissance moins 8 fois 10 puissance moins 3 mètres, parce que j'ai remplacé millimètre par 10 puissance moins 3 mètres. Donc ça ferait 2,5 fois 10 puissance moins 11 mètres, mais ici je ne vais pas le faire tout de suite. Maintenant 1 mètre, je vais le remplacer par 10 puissance 12 picomètres. Donc ça fait 2,5 fois 10 puissance moins 8 fois 10 puissance moins 3 fois 10 puissance 12 picomètres. Donc ensuite, on peut mettre les puissances de 10 ensemble. Donc il y en a 12 en haut, 8 en bas, 3 en bas, donc ça fait 11 en bas. Donc ça fait 2,5 fois 10, autrement dit 25 picomètres. Et c'est normal qu'on obtienne ce résultat, parce qu'on avait vu qu'en angstrom, c'était 0,25 angstrom. Et comme en fait l'unité est 100 fois plus petite, le picomètre est 100 fois plus petit que l'angstrom, c'est normal qu'on en ait 100 fois plus que quand c'est en angstrom. En angstrom, on avait 0,25, en picomètre, on a 25 picomètres. Donc vous voyez comment on a fait, on a transformé millimètre en écrivant que c'est 10 puissance moins 3 mètres, et ensuite on a pris mètre, et on a écrit que c'était 10 puissance 12 picomètres. Et ensuite on manipule les puissances de 10, et là on n'a plus que voilà, ce nombre, manifestement c'est le nombre converti en picomètre, et on a obtenu 25.
Donc voilà pour l'exercice 2. Passons à l'exercice 3. Alors, exercice 3. Un scientifique japonais a calculé le nombre pi avec près de 50 milliards de décimales exactes. Donc vous imaginez un 3,14, 15, etc. Donc petit 1, si on écrivait cette valeur de pi sur un ruban de papier, chaque chiffre mesurant 7 mm, donc on imagine que ce nombre-là on l'écrit sur une feuille de papier. Calculer la longueur du ruban. Donner le résultat en mètres en écriture scientifique. Donc on mettra le résultat en mètres. Et petit d, quelle est la distance la plus voisine de cette longueur pour se faire un peu une petite idée. Justifier en convertissant en kilomètres. Petit a, la distance par million. Petit b, la longueur de l'équateur, donc environ 40 000 km. Et petit c, la distance Terre-Lune, à savoir environ 380 000 km. Alors, on y va. Donc, on va appeler grand L cette longueur, la longueur du ruban. Donc, soit grand L la longueur du ruban, soit grand L la longueur du ruban, la longueur du ruban. Grand L, ça va être quoi? Eh bien, vous avez 50 milliards de chiffres. Donc 3, 6, 9, 10. Donc c'est 5 fois 10 puissance 10. Ça, c'est le nombre de chiffres. Et entre chaque chiffre, il y a 7 mm d'écart. Donc il y a un espace de 7 mm par chiffre. Donc ça fait 5 fois 10 puissance 10 fois... Alors si on fait en millimètres, c'est 7 mm. Donc 50 milliards, donc 5 fois 10 puissance 10 fois 7 mm. Ça, c'est la longueur du ruban. Et on veut la mettre en mètres, en écriture scientifique. Donc pour ça, on va convertir les millimètres en mètres. Donc ça fait 5 fois 10 puissance 10 fois 7 fois 10 puissance moins 3 parce que c'est un millième de mètre. On manipule 7 fois 5, 35. Je mets les nombres ensemble, donc ça fait 35. Multiplier les puissances de 10 ensemble, ce sera donc 10 puissance 10 fois 10 puissance moins 3 mètres. Mais ça fait 10 puissance 7 mètres. Donc ça fait 35 fois 10 puissance 7 mètres. Si maintenant je l'écris en écriture scientifique, ça va être 3,5. Et 3,5 fois 10. Et donc il y aura une puissance de 10 de plus ici. Donc ça fait 3,5 fois 10 puissance 8 mètres. Pour la longueur du ruban. En écriture scientifique. Donc pour la question de maintenant, on va convertir en kilomètres pour voir un peu à quoi ça correspond. Donc là encore, on va utiliser notre système de conversion que maintenant vous devez, je l'espère, être capable de faire par vous-même. Donc mètre, je le remplace par 10 puissance moins 3 km. Donc ça va être 3,5 fois 10 puissance 8 fois 10 moins 3 km. Autrement dit, ça fait 3,5 fois 10 puissance 5 km. Et si on écrit ça, donc 3,5, si on écrit ça en écriture décimale, eh bien, il faut décaler de 5 positions vers la droite, donc ça va donner 350 000 km. Autrement dit, cette longueur qu'on obtient, eh bien, elle est proche de la distance Terre-Lune. 350 km, c'est la longueur de mon ruban, et la distance Terre-Lune, c'est 380 000 km. Donc on obtiendrait un ruban, alors, évidemment c'est totalement fantaisiste, hein. On obtiendrait un ruban qui aurait la taille de la distance Terre-Lune, environ. Voilà pour l'exercice 3, passons à l'exercice 4.
Donc la distance moyenne de la Terre au Soleil est évaluée à 150 millions de kilomètres. Et celle de la Terre à la Lune, donc autrement dit, c'est là, à environ 4 fois 10 puissance 5 km. Donc vous voyez qu'on a arrondi ici 380 000 km. On l'a arrondi à 400 000 km. C'est la même chose ici. Hein. Sauf qu'on a fait un arrondi. On a pris 400 000 km au lieu de 380 000. Il serait plus précis. Mais bon, on n'est pas loin. Hein. Donc voilà, donc on imagine que la longueur d'un pas de géant de science-fiction est celle de la distance Terre-Lune. Donc mon géant de science-fiction, un pas, c'est 400 000 km. En un pas, il va de la Terre à la Lune. Combien de pas doit-il faire pour aller de la Terre au Soleil? Vous voyez, ça se permet de se faire une petite idée des distances relatives entre la Terre et la Lune et la Terre et le Soleil. Donc soit n le nombre de pas qu'il faudrait au géant, soit n le nombre de pas, Ce nombre grand N va être donné par quoi? Eh bien, il faut regarder la distance totale, donc 150 millions de kilomètres. Donc là, c'est la distance Terre-Soleil, et on va diviser par la distance Terre-Lune. C'est en kilomètres les deux, donc c'est bon. Donc 150 millions, c'est 150 multiplié par 10 puissance 6. Donc ça, c'est la distance Terre-Soleil en kilomètres, 150 millions de kilomètres. Et on divise par la distance d'un pas de géant, là. Donc c'est 4 fois 10 puissance 5. Donc on peut faire, comme on l'a vu, 150 divisé par 4 fois 10 puissance 6 sur 10 puissance 5. Ce qui va me donner alors 150 divisé par 4. Alors ça fait 75 pour il faut diviser par 2. Donc 37,5 ici. Voilà, si on fait 150 divisé par 4. Donc 3 fois 4, 12. Reste 3. Je descends le 0. 7 fois 4, 28. Reste 2. Je descends le 0. Je pose la virgule. 5 fois 4, 20. On peut le faire en divisant 2 fois par 2. C'est ce que j'ai fait pour le trouver ici. Donc on obtient bien 37,5. Multiplié par 10 puissance 6 sur 10 puissance 5. Et bien ça fait 10. Donc ça me donne 375. Et bien par conséquent, le géant, il doit faire 375 pas pour aller de la Terre au Soleil.